Donc, je crois que franchement, pour fonder une société, je conseillerais aux gens d'avoir une tolérance à la douleur qui soit élevée. J'ai un ami qui a un bon dicton qui concerne la création d'une entreprise. Il dit qu'essayer de créer une entreprise à succès, c'est comme manger du verre tout en observant un puits sans fond. Après quelque temps, vous arrêtez d'essayer de voir le fond du gouffre, mais vous continuez à mâcher les morceaux de verre encore et encore. En général, fonder une société, c'est assez excitant les premiers mois. Ensuite, la réalité s'impose, les choses ne se passent pas comme prévu, les clients n'arrivent pas, la technologie ou le produit ne fonctionne pas aussi bien que prévu. Ouais. Et tout cela peut parfois être aggravé par une crise ou une régression, et ça peut s'avérer douloureux pendant plusieurs années. Donc, je crois que franchement, pour fonder une société, je conseillerais aux gens d'avoir une tolérance à la douleur qui soit élevée. Il y a cette rumeur mystique sur Elon Musk et Tony Stark, vous savez. Les gens croient que Robert Downey Jr. a basé le personnage d'Iron Man sur vous. Ça paraît facile, ça paraît amusant, c'est une industrie de super-héros, mais en réalité, c'est plutôt très difficile. C'est quelque chose qui demande beaucoup de persévérance et d'acharnement même. Et craignez-vous que cette génération ou la génération suivante n'ait pas cette persévérance, cet acharnement pour aborder ces défis? Je crois que certains ont cette persévérance. J'imagine que, oui, c'est vrai, peut-être que parfois, il y a des jeunes sociétés qui réussissent leur lancement sans subir cette longue période de douleur extrême. Mais moi, j'en connais pas beaucoup d'exemples de ce genre. Et donc, je crois que des grands entrepreneurs naissent chaque jour. Et on continuera de voir des entreprises incroyables se construire. Donc, ouais, mais certainement que je conseillerais à ceux qui veulent créer une société de s'attendre à une longue période de grandes difficultés. Mais tant qu'ils restent super focalisés sur le fait de créer le meilleur produit ou le meilleur service, quelque chose qui plaît au client final, s'ils restent focalisés sur ça, alors, si vous arrivez à faire en sorte que même vos clients veulent vous voir réussir, alors vous allez probablement réussir. Il faut se concentrer sur les clients et créer des choses pour eux. Ah oui, si vos clients vous adorent, vous avez beaucoup plus de chances de réussir, c'est sûr. Pour tous les entrepreneurs présents dans cette pièce qui écoutent ce message, et nous sommes à court de temps, donc ce sera la dernière question. Pour les entrepreneurs en herbe qui sont ici et qui pourraient prendre une idée à Elon Musk et la développer, comme la célèbre Hyperloop, qui était une idée que vous étiez obligé de donner, car vous n'aviez pas le temps nécessaire pour la réaliser. Quelles sont les autres idées que vous avez et que vous aimeriez voir réalisées par un autre entrepreneur que vous? Je crois qu'il y a beaucoup d'opportunités dans les moyens de transport électriques, comme les avions solaires. Je crois qu'il y a beaucoup d'opportunités dans ce secteur. Et je crois qu'en génétique, même si c'est un domaine épineux, je crois que pour trouver un remède aux maladies les plus sérieuses, la génétique est vraiment la clé pour trouver des solutions. Une autre chose dans laquelle je crois, c'est que les gens commencent à s'intéresser au fait d'établir une sorte d'interface ou un protocole de communication entre le cerveau et l'ordinateur. Une interface entre le cerveau et l'ordinateur? Oui, au niveau des neurones. Donc l'augmentation de l'intelligence humaine plutôt que l'intelligence artificielle. D'accord. Je crois que ça a beaucoup de potentiel. Vous m'en aviez parlé hier, je n'avais aucune idée de quoi vous parliez, et ensuite j'ai cherché Ian Banks, cordon neuronal. Le cordon neuronal, oui. Donc c'est la notion de câbler le cerveau pour avoir un internet du cerveau, et on pourrait télécharger nos pensées dans le cloud. On n'oublierait jamais plus rien. Et vous n'auriez plus besoin de prendre des photos. Ouais. C'est incroyable. Vous n'oublieriez jamais plus rien. Vous augmenteriez vos capacités à traiter l'information. Vous auriez un meilleur souvenir des informations, n'est-ce pas? Ouais. Mais lorsqu'une attaque des DOS par des nids de service aura lieu... Oui, il faut faire attention au piratage, ça pourrait vraiment tourner mal. Oui, il va vraiment falloir faire attention à ça. Mais j'ai lu que ça pourrait aussi être exploité pour combattre les maladies dégénératives, comme la maladie de Parkinson aussi. Oui, absolument. Ouais. Et je crois que ça serait aussi un grand égalisateur, parce que je crois que la disparité entre
Vous savez, ça rendrait les choses plus équitables. Vous voulez dire l'humanité? Les gens seraient... Il n'y aurait plus de désavantages éducatifs. Tout le monde partirait du même niveau. Donc, il n'y aurait plus de méritocratie. Ah si. Si, il y en aurait une nouvelle. Oui, il y en aurait une, mais les différences seraient moins grandes. Waouh. Et vous trouvez que ce genre de monde serait le bienvenu? Bienvenue, je ne sais pas, vous m'avez demandé des prédictions. D'accord, c'est vrai. Les prédictions, ce n'est pas la même chose que les aspirations ou les préférences. Et est-ce que je crois qu'un truc pareil va avoir lieu? Je dirais oui, probablement. Waouh, c'est incroyable. Je pense que le gouvernement est un bon client, mais pas un bon capital risque. Ce n'est pas un business angel. Quand vous rêvez d'entreprise spatiale, que voyez-vous comme possibilité dans 5 ans à partir de maintenant, dans 10 ans, dans 15 ans, comme entreprise spatiale viable? C'est difficile pour nous de les imaginer parce qu'elles n'existent pas encore. Il y a déjà évidemment l'activité existante relative aux satellites, d'une sorte ou d'une autre, qui je pense, avec une amélioration des coûts du transport dans l'espace, va profiter d'une petite augmentation d'activité, mais ça restera modeste. Et ensuite, je pense qu'il y aura le tourisme spatial ou l'aventure spatiale, peu importe comment vous l'appelez. Et ça, je pense que ça sera le secteur majoritaire sur cette nouvelle autoroute. Ensuite, sur le long terme, en partant du principe que l'on va suivre la vision des choses du président et établir une base sur la Lune, et ensuite partir établir une base sur Mars, je pense qu'approvisionner ces bases va être un énorme business. Comment ce que vous faites aide-t-il la NASA à atteindre ses objectifs? Parce que la NASA veut toujours se fixer de plus grands objectifs. Eh bien, je pense que fondamentalement, la façon dont nous aidons la NASA consiste à réduire les coûts d'accès à l'espace, ce qui nous permet de faire des choses plus intéressantes pour un budget donné. En fait, je pense que ce que nous faisons est essentiel pour l'avenir de la NASA. Au prix actuel que la NASA paye pour le transport spatial, je ne pense pas que nous soyons en mesure de réaliser quelque chose d'intéressant dans l'espace. C'est pour cela qu'il est vital pour la NASA de faire appel à un intervenant extérieur comme SpaceX qui fait plus de volume, ce qui a comme conséquence de réduire les coûts de transport. En ce qui concerne les affaires, vous travaillez occasionnellement pour la NASA. Oui, certainement que... Mais vous ne faites pas réellement des affaires avec eux. Eh bien en fait, je vois toutes les agences gouvernementales ayant un intérêt pour l'espace comme des clients. Donc je vois la NASA comme un client, certainement. L'armée de l'air, le laboratoire de recherche navale, l'Organisation nationale de crise, et toutes... bien que la NASA soit un organisme que nous aimerions avoir comme client. Quand vous dites transport spatial, nous pensons au transport, nous pensons toujours au déplacement des gens. Vous pensez au déplacement des gens, au déplacement des satellites, au déplacement des cargos, des containers? Eh bien, nous commencerons par le transport de satellites vers leur orbite, ou de cargos, vous pouvez les appeler cargos, mais nous commencerons par le transport sans humain. Et quand nous en aurons prouvé la fiabilité, notre intention est de passer également au transport d'humains, oui. Où pensez-vous que nous en sommes dans le parcours de l'exploration spatiale? Nous sommes définitivement dans une accalmie concernant l'exploration de l'espace par l'humain du côté du gouvernement. Cependant, ce que je pense, c'est que ce que nous commençons à voir, c'est l'aube d'une nouvelle ère d'exploration spatiale, mais une ère qui est plus dirigée par des entreprises commerciales que par le gouvernement lui-même.